alors ça n'a strictement rien à voir avec le recrutement. C'est une application mobile. Pour l'instant, elle a été développée uniquement sous Android parce que justement, en interne, on avait les compétences pour développer en Android et pas sur iOS. C'est une application mobile qui permet de gérer l'organisation de soirées chez les particuliers. C'est-à-dire que vous êtes étudiant, vous avez envie de faire une soirée, vous invitez des potes, vous envoyez, grâce à l'application, toutes vos invitations, que ce soit via Facebook, SMS, email, etc., via l'application. Donc, en une fois, vous envoyez toutes vos invitations par différents canaux. Et, bonjour. Et après, vous pouvez leur soumettre une liste des choses à amener. Et cette liste va être interactive. C'est-à-dire que tous les gens qui vont venir à cette soirée vont avoir accès à la liste et pouvoir voir ce que les autres ont prévu d'apporter. Donc le but, c'est que celui qui organise la soirée ne passe pas des heures à appeler un tel pour savoir s'il vient à la soirée, ce qu'il a prévu de ramener, parce que Paul a prévu de ramener du coca, donc toi tu vas ramener du whisky, bref. L'objectif de cette liste, c'est que tout le monde sache en temps réel ce que les autres ont prévu d'apporter et que l'organisation de la soirée se fasse extrêmement rapidement et de façon la plus efficace possible. Donc, les premières erreurs qu'on a faites sur Bubbles Connect et que justement on n'a pas fait sur Officer, on va englober ça dans ce que je vais appeler les erreurs qui sont liées à l'idée. Première erreur, croire qu'on est le premier à avoir l'idée. Alors parfois vous vous réveillez un matin, vous avez une idée qui vous paraît géniale et vous vous dites cette idée-là, ça ne peut que marcher, elle est géniale, et en plus, personne ne l'a fait avant moi, donc je suis le premier à l'avoir, j'ai juste à foncer et ça va marcher. Erreur fondamentale. 99% des idées qui sont pitchées devant des fonds d'investissement ont déjà été pitchées précédemment. C'est-à-dire que votre idée, de toute façon, statistiquement, c'est simple, hein, on est 7 milliards sur la planète, vous avez une idée, il y a de très très fortes probabilités pour que quelqu'un sur la planète ait eu cette même idée avant vous. La question, c'est est-ce que cette idée a été exécutée et est-ce qu'elle a bien été exécutée? Reprenons Facebook. 2004, Facebook arrive et il fait un carton sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est pas Zuckerberg qui a inventé les réseaux sociaux. Comme je vous ai dit, avant lui, il y avait MySpace et encore avant MySpace, il y avait 6 Degrees. C'est les deux plus connus, il y en a peut-être même d'autres. Hein. Mais en tout cas, Zuckerberg n'est pas arrivé en 2004 avec l'idée révolutionnaire des réseaux sociaux. Il est simplement arrivé avec une exécution de l'idée des réseaux sociaux qui était différente de ses prédécesseurs. Donc le fait de ne pas être le premier à avoir l'idée n'est pas un handicap en soi, d'accord? Parce que, comme je vous dis, ce qui va faire la différence à la sortie, c'est l'équipe qui va mettre en place cette idée et la façon dont va être exécutée l'idée. Donc première erreur à ne pas commettre, c'est croire qu'on est le premier à avoir l'idée et que juste parce qu'on a eu l'idée et qu'on pense qu'elle est bonne et qu'on en parler à 2-3 potes, bah, il suffit d'y aller et ça va marcher tout seul. Une erreur, pourquoi est-ce que c'est une erreur de croire justement qu'on est le premier à l'idée? C'est que parfois on est tellement persuadé qu'il ne faut surtout pas en parler à des gens qu'on ne connaît pas parce que l'idée est tellement géniale qu'on pourrait se la faire voler. Conclusion, vous n'en parlez pas, vous développez en grand secret un produit révolutionnaire que vous allez mettre sur le marché, puis vous arrivez sur le marché et vous vous rendez compte que votre produit en réalité ne répond pas réellement à un besoin. Parce que justement, l'idée, si vous aviez justement pu en parler autour de vous, vous vous seriez rendu compte que votre vision des choses n'était pas forcément la même pour tout le monde et vous auriez pu faire évoluer cette idée jusqu'à arriver à un produit qui soit beaucoup plus efficace en termes de réponse aux besoins de votre marché potentiel. Donc, première chose, ne pas croire qu'on est le premier à avoir l'idée, donc surtout ne pas hésiter à en parler autour de soi pour la challenger et pour voir un peu comment les gens vont réagir par rapport à cette idée. Ça, c'est l'erreur qu'on a fait sur la première startup, sur Bubbles Connect. On est parti du principe où il y avait énormément de chômeurs, que les entreprises se plaignent qu'elles ont du mal à recruter. On s'est dit, il suffit d'arriver avec un produit qui va être innovant, un produit qui va mettre en avant le potentiel du candidat, et les gens vont courir pour utiliser le produit. Grave erreur. Deuxième erreur qui peut être évitée, ou qui doit être évitée, c'est de croire que l'idée est tellement géniale qu'elle va se vendre toute seule. Vous vous dites, ah ouais, l'idée, j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit que c'était une idée géniale, c'est tellement bien que je ne vais même pas avoir besoin de faire de marketing, il suffit que je la mette en place et puis le bouche à oreille va faire le reste. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, pourquoi? Parce que premièrement, l'entourage auprès duquel vous allez tester votre idée n'est pas forcément un entourage purement objectif. C'est-à-dire que parfois vous allez en parler à vos proches, ils vont vous dire qu'effectivement c'est une bonne idée,
Mais si l'idée avait été proposée par quelqu'un qui ne connaissait pas du tout, peut-être qu'ils n'auraient pas trouvé l'idée si géniale que ça. C'est-à-dire que le fait de n'en parler qu'à votre entourage très proche va biaiser un peu la vision que vous pouvez avoir vous-même de votre propre idée. Donc, ne jamais partir du principe où une idée, même si elle est excellente, va se vendre tout seul. Derrière, il y aura forcément énormément de marketing et de stratégies à mettre en place pour justement la mettre sur le marché. Troisième erreur, et là c'est encore une erreur qu'on a commise sur Nobles Connect et que justement on n'a pas commise sur Rocklister, c'est croire qu'un produit peut être fini un jour. Là quand je parle de produit, je parle vraiment de produits numériques, d'accord? Parce que si on parle de produits physiques, il est évident que quand l'iPhone 6, c'est le 6 en ce moment, qui va sortir, ouais. L'iPhone 6 qui sort, c'est un produit fini, et heureusement, parce que vu le prix, si c'était un produit qui n'était pas fini, ce serait quand même assez dramatique. Mais quand on parle de produits numériques, donc on va parler d'une application mobile, on va parler d'un site web, un produit n'est jamais fini. Facebook n'est pas fini. Le Facebook de 2004, le Facebook d'aujourd'hui est complètement différent. Et Facebook continue à évoluer, alors pas tous les jours, mais en tout cas, il continue à évoluer de façon très régulière. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est une erreur de croire qu'un produit peut être fini? C'est parce que vous allez pouvoir être tenté de penser que vous allez pouvoir externaliser la production de votre produit à une entreprise extérieure, sachant qu'une fois que le produit sera livré, ben, il sera terminé, il n'y aura plus qu'à le mettre en ligne, et puis les clients arriveront, le cash rentrera, et puis vous pourrez réinvestir. Erreur. Le produit va continuer à évoluer constamment. Il va continuer à évoluer constamment parce que les besoins vont changer, parce que les consommateurs vont changer, parce que les hypothèses de base que vous aurez faites sur ce produit s'avéreront en partie fausses à un moment donné, ce qui fait que vous serez obligé de faire un pas en arrière pour corriger certaines choses que vous aurez faites et qui ne seront pas nécessaires. Donc si vous passez par une entreprise extérieure, à chaque fois vous raquez, à chaque fois il faut payer. Les gars ne travaillent pas gratuitement. Donc si vous partez du principe où un produit peut être fini, vous allez vous dire, bah voilà, j'ai un budget de 20 000 € pour faire le développement de mon site web, et puis une fois que le site web sera développé, je le mettrai en ligne et tout sera fini. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fonctionnalités que vous avez développées qui ne servent strictement à rien parce que les gens, en fait, ne voient pas le produit de la même façon que vous le voyez. Donc vous aurez payé des développeurs pour développer une fonctionnalité qui finalement ne sert strictement à rien. Donc c'est de l'argent qui aurait pu être investi ailleurs. Alors, le fait de savoir qu'un produit n'est jamais fini, ça vous oblige dès le début à avoir en interne les compétences dont vous avez besoin. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans une start-up du numérique, il faut absolument que vous ayez avec vous en associé quelqu'un qui va pouvoir faire le travail technique. Donc si c'est un site web, il faut que vous ayez avec vous quelqu'un qui code en PHP, en C#, bref, le langage que vous pensez être le plus utile pour votre site web. Si c'est une application mobile, pareil. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez faire gratuitement en interne le produit qui va être votre cœur de métier. Et c'est cette erreur qu'on a fait sur le Nobles Connect. On n'était pas dans le web, on connaissait aucun développeur qui était dans notre entourage, on n'avait aucun développeur dans notre entourage, donc on s'est dit on va passer par une société extérieure. Et une fois que le produit a été livré, bah, on s'est vite rendu compte que le produit ne correspondait pas réellement à une demande. Et il était trop tard pour faire marche arrière. Ce qui avait été développé, avait été payé. On ne pouvait pas leur dire, bah, finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous enlever ça? Et puis, parce que le temps qu'ils ont passé, il a été passé. Donc, le fait d'avoir quelqu'un en interne qui va faire le produit, vous pouvez vous permettre de commettre des erreurs, de faire des marches avant, des marches arrière, de façon à améliorer votre produit pour qu'il colle le mieux possible aux besoins du marché. Autre erreur, c'est de croire que vous avez un super produit, ça peut être vrai, que votre produit va plaire, mais vous ne savez pas encore comment vous allez gagner de l'argent avec ce produit, mais le fait d'avoir un bon produit qui plaît, vous dire que les investisseurs vont quand même pouvoir investir et suivre. Ça peut arriver, mais dans 90% des cas, les investisseurs investissent quand ils savent déjà comment vous allez gagner de l'argent. Donc, vous prenez Twitter. Twitter est un bon exemple parce que c'est justement l'opposé de ce que je suis en train d'expliquer. Twitter, ils n'ont pas encore trouvé le business model qui allait leur permettre réellement de gagner de l'argent. Twitter, dernière nouvelle, alors je ne l'ai pas suivi depuis un petit moment, mais il y a encore quelques mois, Twitter ne gagnait pas d'argent. Ils dépensaient beaucoup plus d'argent en termes de développement et d'hébergement, etc., que les revenus publicitaires qui étaient générés par leur business model lié à la pub.
Et pourtant, ça les a empêchés de lever des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs et ensuite d'être introduits en bourse. Donc, Twitter est justement un exemple, c'est l'exception à la règle, si je puis dire. Mais en tant qu'investisseur, du moins en tant qu'entrepreneurs normaux, aller voir un fonds d'investissement sans avoir la réponse à la question comment est-ce que vous allez gagner de l'argent, c'est tiré à blanc. Parce que, à moins que vous ayez déjà une certaine réputation dans le milieu et que les investisseurs vont savoir que même si vous ne savez pas encore aujourd'hui comment vous allez gagner de l'argent, demain vous trouverez probablement la solution et ne vous feront pas confiance, ils n'investiront pas. Et si Twitter a réussi à lever des centaines de millions de dollars auprès d'investisseurs, c'est parce que justement, même s'il n'avait pas encore de business model qui était viable au moment du lancement de la startup, les fondateurs de la startup avaient déjà une certaine expérience dans le milieu de l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley et les investisseurs les connaissaient déjà de réputation. Donc ils se sont dit, même si aujourd'hui ils ne sont pas capables de répondre à la question comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent demain, vu ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, je ne me fais pas trop de soucis, ce n'est pas réellement un énorme risque que je prends en investissant chez eux. Enfin, dernier point lié aux erreurs qui peuvent être évitées quant à l'idée, c'est, ça rejoint le premier point dont je vous ai parlé, c'est croire qu'en parlant de l'idée autour de vous, vous allez vous la faire voler. Et donc, l'erreur qui est commise à ce moment-là, c'est que vous ne confrontez pas suffisamment tôt dans le processus l'idée auprès du public et vous allez partir sur des hypothèses qui vont probablement s'avérer fausses par la suite. Vous avez une idée, c'est bien, il faut tout de suite en parler et voir quelles sont les interrogations que les gens vont avoir par rapport à cette idée. Vous allez vite vous rendre compte que souvent les interrogations sont les mêmes. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Et comment ceci, et comment cela. Donc vous allez pouvoir vous dire, ok, si les gens se posent cette question-là, c'est que l'idée n'a pas encore été suffisamment bien peaufinée pour être mise sur le marché. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire dès le premier jour? C'est parce qu'en fait, il faut tout simplement pas perdre de temps et surtout pas perdre d'argent. C'est-à-dire que si une idée vous paraît bonne, mais que 90% des gens à qui vous en parlez vous disent que eux, si une application ou un site internet pour résoudre ce problème venait à apparaître sur le marché, ils ne l'utiliseraient pas parce qu'ils se rendent compte, bonjour, parce qu'ils se rendent compte que finalement le problème n'est pas suffisamment douloureux pour eux pour qu'ils changent leur façon de faire en utilisant votre produit, oubliez, passez à autre chose, ou alors retravailler cette idée pour créer plus de valeur avec l'idée, parce qu'au moins vous allez gagner du temps et vous allez surtout économiser de l'argent. Ça ne sert à rien de développer une appli ou un site que vous allez mettre en ligne, et seulement après, une fois l'appli ou le site mis en ligne, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont prêts à utiliser le produit. Donc parlez de l'idée le plus tôt possible. Comme je vous dis, une idée en elle-même ne vaut rien, c'est qu'il y a réellement de la valeur, c'est la façon dont elle va être exécutée derrière. Et vous pouvez parler avec des fonds d'investissement, ils vont tous vous dire la même chose, ils n'investissent jamais dans une idée, ils investissent dans une équipe et ils investissent dans une stratégie. C'est-à-dire que vous pouvez aller les voir avec la meilleure idée du monde, si derrière ils voient que l'équipe qui va mettre cette idée en place, c'est pas la bonne équipe, et qu'en plus la stratégie pour mettre cette idée en place n'est pas bonne, ils n'investiront pas un centime. En revanche, vous pouvez aller les voir avec une idée moyenne, si derrière ils savent que l'équipe a ce qu'il faut pour mettre cette idée en exécution et bien l'exécuter, et que derrière ils savent que la stratégie pour faire le boulot est bonne, là ils investiront. Donc des investisseurs, ils investissent avant tout dans une équipe et dans une stratégie plutôt que dans une idée. Donc parler de l'idée, c'est pas un problème en soi, parce que même si d'autres personnes n'avaient pas pensé à cette idée avant vous et disaient ah oui effectivement ce serait bien, il faut ensuite qu'ils puissent l'exécuter mieux que vous. Donc ça fait beaucoup de probabilités. Hein. Deuxième grande catégorie d'erreurs qui peuvent être évitées, je les ai classées dans la catégorie finance et ressources humaines. Elles rejoignent en partie sur certaines les erreurs de la première partie de l'idée. La première, par exemple, croire qu'on peut externaliser la production, notamment web et mobile, c'est une erreur dans le sens où un produit n'est jamais fini. Donc, savoir dès le départ qu'il vous faut en interne des personnes compétentes d'un point de vue technique pour pouvoir continuer à faire évoluer le produit, c'est essentiel. Quand on a lancé Bubbles Connect, on a externalisé et on a été vite confronté au problème, on n'a plus d'argent et le produit
est fini, mais il n'est pas fini dans le sens où il ne correspond pas exactement à un besoin. Donc il va falloir le modifier. Et on n'a plus d'argent pour externaliser la production. Donc il faut qu'on trouve un développeur. Et on a perdu 6 mois. On a clairement perdu 6 mois, parce que trouver un développeur qui est bon, qui a envie de bosser beaucoup, et qui a envie de bosser gratuitement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je vous le dis, il se compte sur les doigts d'une main. Donc on a mis 6 mois à trouver la personne qui avait les compétences et qui avait la volonté de se lancer dans cette aventure avec nous, et à ne rien gagner pour pouvoir continuer à évoluer. Donc sur Ocrister, on n'a clairement pas fait la même erreur, puisque Romuald, qui est notre développeur, maîtrise la technologie pour développer en Android, mais il ne maîtrise pas la technologie pour développer en iOS. Donc on s'est dit, notre produit, notre liste interactive là, pour organiser les soirées, on va la mettre en ligne le plus vite possible pour voir comment les gens vont réagir par rapport au concept, parce que peut-être que finalement, organiser les soirées comme ça se fait aujourd'hui, en envoyant des emails, des SMS, des coups de téléphone, appeler Pierre, Paul, Jacques pour savoir ce qu'il va ramener et puis faire la gestion, peut-être que finalement, c'est pas un problème. Peut-être que les gens ne considèrent pas ça suffisamment ennuyeux pour avoir envie d'utiliser l'appli, justement, pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Oui. Comment vous gagnez de l'argent? Alors, je vais y venir après. Donc, la première chose à se dire, c'est être complètement autonome d'un point de vue technologique, c'est-à-dire si vous n'avez pas la technologie pour développer iOS, c'est pas grave. Vous développez Android, vous mettez sur le marché, vous voyez comment les gens réagissent, et si effectivement il y a une demande, alors là, vous vous poserez la question comment vous allez pouvoir développer iOS. Ouais. Et comment on fait si on est un peu bloqué, si on n'a pas d'associé développeur et qu'on... Alors il y a deux possibilités. Soit il faut que vous ayez de l'argent et que vous êtes obligé de payer quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas un associé, c'est quelqu'un que vous allez rémunérer. Donc l'avantage par rapport à l'externalisation, c'est que ça va vous coûter quand même beaucoup moins cher de l'avoir à plein temps chez vous plutôt que de passer par une société extérieure. Ou alors, il faut attendre. C'est-à-dire qu'il faut continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouviez la bonne personne. Et on ne peut pas, par exemple, prendre quelqu'un d'extérieur, externaliser, mais créer un contrat avec cette personne pour qu'elle soit justement l'entreprise référente toujours en continu. Alors vous pouvez le faire, mais le problème c'est qu'à l'interne, il faudra continuer à les payer. Oui, voilà, c'est ça en fait. Donc ça va vous coûter de l'argent. Et le problème c'est qu'au début de l'argent, vous n'en avez pas beaucoup, et qui doit être investi de façon la plus judicieuse possible. Oui. Est-ce qu'une voie n'est pas de trouver des fonds via un incubateur? Alors justement, l'avantage justement des incubateurs d'université, c'est qu'ils sont beaucoup plus cool entre guillemets quant aux questions du business model. Par contre, à partir du moment où vous allez voir des gros incubateurs qui sont vraiment dédiés au milieu des startups, ils vont forcément vous demander un business model. Et là, il faut que vous sachiez exactement comment vous allez gagner de l'argent. Et que vous l'ayez validé. C'est-à-dire que vous ayez suffisamment fait de tests sur le terrain pour savoir que les gens sont prêts à payer ou que vos partenaires économiques, et je répondrai à votre question sur la façon dont on gagne de l'argent après, sont prêts à payer justement pour utiliser votre service. Je faisais notamment référence au fonds pour faire maturer le produit technologique. Ouais. J'ai envie de laisser une partie à propriété intellectuelle, ça serait une solution aussi. Bien sûr, tout à fait, ouais. Alors après, voilà, il y a des différents moyens. Mais le problème des incubateurs, c'est qu'effectivement, ils vous demandent généralement d'avoir déjà un business model pour pouvoir investir. Ensuite, deuxième erreur, c'est croire que l'argent peut résoudre tous les problèmes, dans le sens où votre produit est moyen, mais en y mettant les centaines de milliers d'euros, les millions d'euros en marketing, il finira par se vendre. Ça ne marche pas. Votre produit va se vendre s'il est bon, sachant que vous avez de plus en plus de concurrence, surtout dans le numérique. Vous avez des petits génies qui sont partout dans le monde entier, notamment en Inde, qui travaillent pour pas cher et qui mettent sur le marché des produits d'un point de vue technologique presque, pour pas dire, parfait. Donc, votre produit, à partir du moment où vous entrez sur un marché où il y a de la concurrence, il faut qu'il soit parfait. Le marketing ne pourra jamais, le budget marketing ne pourra jamais remplacer la qualité de votre produit. Autre erreur, croire qu'une start-up est un modèle réduit d'une entreprise. La différence essentielle entre une start-up et une entreprise, c'est qu'une entreprise, elle a déjà trouvé son business model, elle a déjà trouvé son produit final. D'accord ? Une start-up, c'est une entreprise qui est en train de faire des tests. C'est une entreprise qui est en train de savoir, qui est en train de peaufiner son produit en fonction de ses retours utilisateurs. Et c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé comment elle allait, ou en tout cas qui n'a pas encore industrialisé la façon dont elle allait gagner de l'argent. Donc, une start-up,
c'est vraiment la startup, c'est vraiment la phase où, ben voilà, je pense qu'il y a un besoin, je pense que j'ai la solution à ce besoin, je mets mon produit en ligne et je peaufine ce produit jusqu'à ce qu'il réponde exactement aux besoins de mon marché. Et ensuite, je trouve comment je vais pouvoir monétiser tout ça pour gagner de l'argent. À partir du moment où vous avez répondu à toutes ces questions, alors là, vous devenez une entreprise parce que là, vous exécutez un business model. Vous exécutez quelque chose que vous avez découvert. Et c'est pour ça que Facebook est une des exceptions. Facebook est une entreprise, Twitter est encore une start-up. Facebook gagne de l'argent. Facebook industrialise aujourd'hui son business model. Twitter est encore à la recherche du business model. Mais quand je dis Facebook est une exception, dans le sens où très souvent, la phase qui va faire qu'une start-up va devenir une entreprise, l'équipe de direction change. Et c'est ce qui s'est passé chez Apple. Apple est un très bon exemple. Apple, Steve Jobs a créé Apple fin des années 70, début des années 80 avec Wozniak. Ils ont été une start-up pendant un certain nombre d'années. Et puis un jour, on lui a dit bah, merci, au revoir, vous ne correspondez plus au type de management qu'on veut dans cette entreprise. Parce que être gérant d'une start-up et être gérant d'une entreprise, ce sont deux métiers complètement différents. Et une chose intéressante à savoir, c'est que justement tout ce qu'on nous apprend dans les IAE, dans les écoles de commerce, c'est très souvent lié au milieu de l'entreprise et non pas au milieu de la start-up. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous apprend en école de commerce, en gros, dans le monde de la start-up, je suis désolé de vous dire, mais ne sert strictement à rien. Ça va commencer à servir à partir du moment où votre start-up va devenir une entreprise. Et c'est pour ça que très souvent, les investisseurs, les gros actionnaires vont vouloir changer l'équipe de direction de la start-up au moment où on va devenir une entreprise, parce qu'ils savent pertinemment que les gens qui ont créé cette start-up, ce sont des créateurs, ce sont des innovateurs, et ils sont bons pour ça. Mais ils ne sont pas forcément bons pour ensuite exécuter un business model et l'industrialiser pour gagner des millions, des milliards de dollars. Et Facebook est une exception dans le sens où il a réussi à rester à la tête de son entreprise alors que sa start-up était déjà devenue une entreprise avec l'exécution d'un business model. Mais c'est probablement lié au fait qu'il a réussi à bien négocier les montées au capital des investisseurs, dans le sens où il est quand même resté propriétaire de près de 30% du capital de son entreprise. Donc je crois, à vérifier, mais je crois qu'il est actionnaire majoritaire dans son entreprise, ce qui n'était pas le cas de Steve Jobs et ce qui n'est clairement pas le cas des fondateurs de Twitter. Je pense que le jour où Twitter aura trouvé son business model et que la startup deviendra réellement une entreprise qui exécutera un business model, il y a de fortes chances pour que les actionnaires décident de se séparer de l'équipe dirigeante actuelle et de la remplacer par des managers de métier. Et enfin, dernière erreur à ne pas commettre, c'est croire qu'il faille attendre pour monétiser. Et là, je vais répondre à votre question. Au début, on se dit, au début, on va faire tout gratuit. On va faire tout gratuit parce qu'on a besoin de faire venir des gens sur le site, on a besoin de faire télécharger l'application. Et le fait que ce soit gratuit, ça va accélérer le processus. Le problème, c'est que tant que les gens n'ont pas payé pour un produit, vous ne pouvez pas être certain que le produit va réellement répondre à un certain besoin. Et je vais prendre le cas de LinkedIn. J'ai vu un article il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, de mémoire, sauf erreur de ma part. Je crois qu'il n'y a que 5% des gens qui ont un profil sur LinkedIn qui payent l'abonnement. Donc c'est-à-dire que LinkedIn gagne quasiment tout son argent grâce aux 5% d'abonnés et aux entreprises qui utilisent les services pour diffuser des offres d'emploi, etc. Donc, croire qu'il faille attendre le plus longtemps possible pour monétiser, parce qu'on se dit bah, tant que c'est gratuit, on va faire venir des utilisateurs, et quand on aura créé une base d'utilisateurs, on pourra à ce moment-là monétiser, donc créer des abonnements, etc. C'est une erreur parce que vous ne faites que repousser le problème plus loin. À quoi ça sert d'avoir plein d'utilisateurs parce que votre produit est gratuit et que tous les utilisateurs sont bons le jour où ça devient payant, parce que justement, le fait que ça devienne payant n'a plus réellement de valeur à leurs yeux, dans le sens où ils étaient prêts à utiliser le service s'il était gratuit, mais ils ne sont pas prêts à l'utiliser si c'est payant. Donc, la façon dont vous pouvez monétiser, il y en a deux. Soit c'est les utilisateurs du produit qui payent, soit c'est un partenaire économique. Et dans le cas de Bubbles Connect, l'objectif c'est de faire payer les entreprises qui vont utiliser le service, mais pas les chercheurs d'emploi. Par pur principe, dans le sens où on considère que quand on cherche un boulot, on n'a pas justement beaucoup d'argent et que devoir payer pour peut-être trouver un job, ça va à l'encontre de nos principes. En revanche,
pour Offlister, là encore, le but c'est que l'application est gratuite, elle restera gratuite, et on n'a pas pour ambition de faire payer cette application, pour deux raisons. La première, c'est que on est persuadé d'après nos retours d'études de marché que les gens ne seront pas prêts à payer pour une application de ce type. Ils considèrent que c'est un produit qui doit être gratuit parce que le produit n'est pas suffisamment important. Enfin, le problème qui est résolu par le produit n'est pas suffisamment important à leurs yeux pour qu'ils soient prêts à payer pour. D'accord ? La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où c'est une appli qui a vocation à être utilisée par toutes les personnes qui vont venir à la soirée, on ne peut pas se permettre de mettre une barrière à l'entrée. Il suffit qu'il y ait 10% des gens qui viennent à la soirée qui n'aient pas l'application parce qu'ils n'ont pas envie de payer pour, bah, ça flingue complètement l'utilité du produit, puisque vous aurez 10% des gens qui viendront à votre soirée qui n'auront pas utilisé. Donc 10% des gens qui ne sauront pas ce que les autres vont amener, et 90% des gens qui ne sauront pas ce que ces 10% vont amener. Donc ça va détruire, on va dire, la valeur ajoutée créée par le produit. Donc, et c'est pour ça que la façon de gagner de l'argent avec cette application, c'est ce qu'on va appeler un business model lié au partenaire économique, c'est-à-dire qu'on va faire payer d'autres personnes. Alors je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que justement on est encore en train d'en discuter avec eux et tant que ce n'est pas officialisé, je suis assez superstitieux, donc je touche du bois et du singe, mais tant que les choses ne sont pas officialisées, je ne veux pas trop en parler, mais pour répondre, on va dire, le plus clairement possible à votre question sans trop vous en dire, on va gagner de l'argent en facturant à des partenaires extérieurs l'utilité qu'ils pourront avoir de cette application, sachant que ce ne seront pas des utilisateurs directs de cette application. C'est-à-dire que ce ne seront pas les gens qui vont aux soirées ou qui organisent des soirées. Mais on va collecter des choses avec cette application qui vont pouvoir être utilisées à titre commercial derrière.